Moss Majorum, catastrophique. Il nous sort une série sur le marxisme. Alors là, ça va être du poulet, ça va être du poulet. On va pouvoir se mater tout ça. Ça va être drôle. Alors Moss Majorum, vous avez déjà vu, c'est un genre de gars dans la sphère MGTO, un peu Z de droite foireux, pas vraiment Z quoi, mais un peu en mode voilà, la science montre quand même que les femmes elles cassent un peu les couilles, hein, voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est la science, hein. Il y a un peu de ça chez Moss Majorum, on en avait déjà parlé, notamment sur la transidentité, c'était absolument foireux ce qu'il a raconté. Vous pouvez taper Moss Majorum, pas du stream, et vous allez trouver des capsules à ce sujet. Et cette fois-ci, il débunk le marxisme. Donc évidemment, on va pouvoir débunk son débunk avec Chris de Position Revue. Comment ça va, Chris? Ah bah ça va, je t'avoue, tu me l'as envoyé. C'est Bon, on me l'a que envoyé 30 000 fois déjà. des gens me l'ont envoyé et j'ai l'impression que les gens attendent ce react. Alors, je m'attendais pas à grand-chose, mais je suis quand même déçu, comme on dit. Je connais pas Moss Majorum, donc voilà. Je vous avoue, j'ai regardé ça hier et j'ai écrit tout de suite à Padu pour lui dire: «Ah non, mais faut vraiment faire un react parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre en soi». Donc, c'est une série, on dirait, Oh, on attend la suite là, moi j'attends la suite. J'espère que ça va pas faire comme les films avec Antoine Goya où quand on critique, le film ne se fait pas, tu vois. non, mais c'est un chef-d'œuvre, on attend la suite. On dirait, The Office, ouais, vraiment pour les gens qui ont la ref, mais Michael Scott qui donne son avis sur des trucs, franchement, il y a un côté performance de comment on peut avoir autant d'aplomb à raconter n'importe quoi comme ça. Vraiment, la vidéo est sublime pour ça. On va Ah, la il est dé souvent comme ça, Moss Majorum, parce que tu sais, ce côté, je te disais, est pas vraiment Z, mais un peu en mode c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Donc du coup, il a de l'aplomb, en mode c'est objectif, tu vois. Et le mec raconte n'importe, mais c'est objectif, tu vois. mais enfin, on va le voir, mais le type, là, on peut le dire, mais en toute tranquillité, sans polémique, vraiment n'a jamais lu une ligne de Marx ou d'un marxiste. Ah bah c'est sûr. Bah, je pense Et qu'il a lu Hayek ou Mises sur Marx ou un truc comme ça, tu vois. c'est possible, c'est possible. Mais je pense même qu'il a lu des mauvais lecteur d'Hayek, qui lui-même est un mauvais lecteur de Mises, qui lui-même est un mauvais compréhenseur et lecteur de Marx. Ouais. Donc, vous voyez le processus de descente. Ouais, Mises est déjà un type assez médiocre dans sa lecture du marxisme. Voilà. Il est rejoint par Hayek, qui est un type plus médiocre que lui. Et il y a des gars sur YouTube qui sont des médiocres, qui font des vidéos pour ça. Et après, il y a Mos Majorum. Donc, effectivement, c'est loin de Marx, quoi. Ouais, mais ça me fait penser. Mais en fait, on fait tous un peu ça des fois au début, tu sais. Moi, je me souviens Nietzsche, tu vois. Nietzsche, moi, j'en ai entendu parler par Kluskar, par des mecs qui le détestent, tu sais. Par Mm. des mecs qui disent c'est de la merde et tout. Et donc, du coup, j'ai presque eu, tu vois, une bonne image de Nietzsche quand je l'ai lu. Parce que je me suis dit, c'est moins mauvais que ce que je pensais, tu vois. Et je pense que lui, il n'est pas encore à ce stade-là parce qu'il n'a pas dû avoir lu Marx, comme tu dis. Il en est juste dans le voile un peu que tu as quand tu regardes juste un mec qui commente et qui déteste un gars, tu vois. Parce qu'en plus, Exactement. Kluskar, je pense qu'il a plutôt raison, tu vois, sur Nietzsche. Mais C'est pour ça qu'il c'est faut un peu jamais. trop dur, tu vois. On a l'impression que c'est à chier. Que, en fait, moi, le problème de Nietzsche, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il tu sais, il dit des choses qui sont déjà évidentes, tu vois. Donc, bon, ouais, critiquer la religion en Un 1860, enfonceur de c'est porte super, ouverte. frérot. Mais bon, ça fait 200 ans que c'est déjà fait par Voltaire et par les révolutionnaires français, tu vois. Donc, c'est pas Et très, c'est très pour ça, intéressant. c'est pour ça que, enfin, Nietzsche ne sert qu'à des développements d'angoisse d'adolescent, justement parce que sur le plan historique, il arrive 200 ans après, quoi, tu vois? Mais bon, on va pas faire sur Nietzsche, mais ça c'est quand même un avertissement et ça marche aussi pour nous. Ne vous contentez pas, de regarder des vidéos de commentateurs, lisez les livres, rentrez dans les livres, prenez cette peine, c'est des fois, c'est pas toujours simple, c'est voilà, mais ne vous faites pas avoir à croire que des gens restituent des livres et ça marche pour nous aussi, hein, de manière, transparente et parfaite. On est tous mus par des processus et des structures mentales. Après, il faut plus ou moins avoir d'honnêteté intellectuelle. Bon, quand le gars ose appeler série marxisme l'erreur capitale de Karl Marx avec le jeu de mots et cetera,
et on va voir le niveau. Bon, il y a quand même là un problème de il y a même un problème d'honnêteté intellectuelle là, c'est pas simplement un problème cognitif, hein. Ouais. Alors, on est parti, c'est bien parce que Allez, ça c'est dure parti! que 11 minutes, donc on va pouvoir faire le react en direct. Quelle est l'erreur originelle du marxisme? Répondre à cette question a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de tuer l'argument zombie du vrai et du faux communisme. Selon une légende singulièrement tenace en France, le communisme, dans ce qu'il a de mauvais, serait un détournement et une mauvaise application du marxisme qui, lui, serait bon. Cherchez les... Déjà, je suis désolé, je fais le marxologue relou, mais le communisme n'est pas défini par Marx avec un programme qu'on aurait qu'on aurait mal appliqué. On l'a déjà dit 1000 fois sur la chaîne. C'est justement très spéculatif et très prescriptif si ça avait été fait comme ça, en disant ah bah oui, bah, il faut une société qui soit comme ci, comme ça. Non, c'est beaucoup moins, Mais justement, c'est beaucoup moins prescriptif chez Marx. Parce que c'est plus une analyse de ce qui est et de vers quoi ça peut tendre la société. Il dit bah voilà, il y a des contradictions au capitalisme. L'humanité peut par exemple s'autodétruire, peut retomber dans des phases de violence, dans des phases qui seront très dures. Ou alors, si elle veut pouvoir passer au-delà des contradictions du capitalisme, il va falloir passer au communisme, notamment aussi parce que le capitalisme tend vers ça en socialisant la production, comme on le voit aujourd'hui avec une entreprise comme Amazon, par exemple. Amazon, c'est une des entreprises parmi d'autres, je sais pas, tout ce que vous avez comme production d'énergie, tous les réseaux internet, machin et tout ça, c'est quelque chose qui pourrait à terme être socialisé, enfin qui sont déjà socialisés, mais qui pourraient être collectivisés et sortir du marché et aboutir à une société communiste. Et c'est produit par le capitalisme. Et justement, il y a une contradiction dans le capitalisme, c'est que le capitalisme, pour être le plus efficace possible, est obligé de socialiser les choses parce qu'à grande échelle, ça coûte toujours moins cher. À grande échelle, on arrive à mieux produire. Sauf qu'en socialisant les choses, elle laisse dans la main de quelques-uns des trucs énormes et il suffirait de renverser le rapport de propriété, de dire bah, Jeff Bezos en fait t'es bien gentil, à la limite on te donne un poste si tu veux de direction de ton truc si tu veux et puis on te donne on te donne un petit peu mais par contre on reprend la main nous sur ton entreprise et ça nous permettrait de passer à un socialisme ou un communisme quoi. ouais. Mais justement, c'est toute l'œuvre de Marx qu'ils le disent dans l'idéologie allemande quand ils parlent que c'est, le mouvement réel d'abolition, du rapport de production capitaliste et cetera. Juste que de ce qu'il quand il fera la critique du programme de Gotha en passant par le manifeste, c'est toujours de ne jamais dire ce que sera la société communiste, mais ce qu'est la dynamique communiste ou communisante. Le C'est ça processus ouais. c'est ça ce que dit Marx. Voilà. Donc, le communisme est la possibilité justement de sortir de l'exploitation de la classe, et comme tu l'as dit, parce que le capitalisme et les rapports de production et la dialectique entre les deux produisent de la socialisation, produisent de la coopération beaucoup plus intense entre les individus, produisent de l'intégration entre les entreprises, etc. Et donc amènent justement à de plus en plus uniformiser, enfin u unitariser plutôt que uniformiser, unitariser le mode de production et donc de penser demain la possibilité d'un mode de production unitaire dans sa totalité, c'est-à-dire pas simplement unitaire totalement intégré, mais non plus séparé avec une classe qui exploite et une classe qui est exploitée. Voilà, c'est ça que dit Marx. Il a jamais donné de programme On va en communiste. parler plus tard d'ailleurs, mais ça passe aussi par la planification. Mais justement, on va en parler plus tard parce que Et c'est Gramsci drôle. disait la même chose quand il disait, «Le monde, communiste sera un atelier géant». L'erreur originelle, non pas du communisme, mais du marxisme, permet de briser cette fausse distinction et de réunifier l'erreur théorique et ses mauvaises conséquences pratiques dans un diagnostic commun. Le second objectif, c'est de s'en prendre directement à l'erreur qui irrigue toutes les erreurs, toutes les déclinaisons marxistes contemporaines, qu'elles soient syndicales, fiscales, culturelles ou métapolitiques. Si le marxisme Syndical, fiscal, culturel ou métapolitique. C'est pas trop pourquoi tout ça c'est dû au marxisme. repose sur une base erronée, identifiable, alors il est plus efficace de s'attaquer à elle qu'à toutes les interprétations qui sont tout aussi erronées et qui en découlent. Identifier C'est très intéressant aussi parce qu'on voit qu'il a une croyance, tu sais, entre tout reviendrait à une erreur originelle, tu vois. Là où nous, on dit pas, par exemple, que le néolibéralisme est erroné. On dit c'est la vision du monde de certaines personnes. Mmh. On n'a pas dit c'est faux, tu vois. On a dit c'est la vision du monde de certaines personnes qui a un certain biais parce que c'est leur vision du monde. Et nous, on dit le marxisme et le communisme, c'est la vision du monde
du prolétariat, on pourrait dire du salariat généralisé aujourd'hui, et il est plus adéquat à la réalité de l'immense majorité des gens sur cette planète qui travaillent. Mais on n'est pas en Exactement. train de dire, ah bah il y a le vrai d'un côté, le faux de l'autre, vous êtes dans l'erreur et vous êtes pas dans le bon dog. Quoi, Ouais. parce qu'il y a un côté vraiment comme ça de croyance en fait dans ce qu'il dit, je trouve. Ah bah non, mais c'est pas de croyance, c'est justement la pensée. Bah, on va le voir hein, tout au long de la vidéo, c'est particulièrement génial cette vidéo, parce que si demain je devais faire une université populaire sur ce que c'est la pensée fétichiste, j'utiliserais cette vidéo. Parce qu'il est abreuvé de cette pensée fétichiste, de croire qu'il voit les choses, les objets réels, et croire que la pensée économique bourgeoise, qui va détailler ensuite, voit les objets tels qu'ils sont, alors qu'en fait, il ne voit que des fétiches. Et ce qu'il va nous expliquer, ce qui est drôle, c'est que c'est ce que Marx a démonté dans le Capital quand il parle de fétichisme de la marchandise. Il va exactement répéter ce que Marx a déjà démonté quand il parle de fétichisme de la marchandise. Il va dire le prix, la valeur. Tu vas voir, c'est passionnant. Le type, il est au niveau de Bentham et il a l'impression d'avoir débunké Marx, quoi. C'est juste incroyable. Et le problème originel du marxisme, c'est trancher toutes les têtes de l'hydre à la fois. C'est donc ces deux objectifs que je vise dans cette série de vidéos. Vous regardez le En premier toute épisode humilité. qui va servir d'introduction et j'en ferai une playlist dédiée. Je crois que c'est un travail important parce que je me suis rendu compte, à force de lecture, que nous avions accumulé en France un retard considérable de presque 150 ans sur la compréhension économique mondiale. Et ce retard rend impossible à comprendre certains des penseurs économiques américains contemporains comme Thomas Sowell et probablement Ah, Thomas Sowell, c'est vrai qu'il parle de Thomas Sowell, c'est vrai qu'il est fan de Thomas Sowell, ce gars-là. Un espèce, alors je connais pas très très bien, mais c'est une espèce d'anti-woke qui sert un peu de caution en mode anti-marxisme. Et voilà, moi je suis un noir néolibéral et le Très wokisme va dans le conservateur. sens du socialisme qui veut détruire l'économie américaine. Il y a un bail comme ça, non, avec Thomas Ouais, Sowell? c'est vraiment le libéralisme conservateur chez Sowell. C'est vraiment typiquement enfin, la pensée à l'œuvre aujourd'hui. Ce qui est drôle, hein, ce qui est drôle, c'est en plus son inculture. Tiens, considérer qu'on a 150 ans de retard sur l'économie, alors que beaucoup d'économistes libéraux, néolibéraux, de prix Nobel d'économie ont été français, que la pensée néolibérale est née en France en 38 au congrès Lippmann, etc. Enfin, c'est même ridicule. Mais ça, c'est encore cette vision de la France est un pays marxiste, quoi. C'est Ouais. c'est- mais nul, quoi. C'est vraiment. Tu vois, il y a des prix Macron est Nobel. marxiste. De quoi? C'est Macron est marxiste Ouais. et tout le monde est Non, socialiste en France. mais vraiment, tu vois, c'est des types qui pensent que Jean Tirole n'existe pas alors qu'il est prix Nobel, que Pascal Lamy, Dominique Strauss-Kahn, Christine Lagarde, etc., qui sont les tenants des institutions les plus économiques mondiales, les plus, on va dire, Néolibéral. néolibérales, fondées sur le maintien du capitalisme, n'existent pas. Bah, je sais pas quoi dire pour lui. Enfin, je veux dire, il a un rapport à la connaissance qui est médiocre. On va le voir par la suite. Mais, mais tu vois, tout ça, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Enfin, je te dis, c'est même choquant. À moins qu'ils pensent que le FMI, la Banque Centrale Européenne, l'Organisation Mondiale du Commerce, tout ça sont des institutions marxistes. Je sais pas, peut-être. C'est peut-être sa vision du monde. en plus encore des hommes politiques qu'il inspire. La question de l'erreur fondamentale du marxisme n'est pas clairement posée en France, ou du moins elle est occultée par d'innombrables disciples de Marx, tandis qu'elle est déjà largement C'est quoi Western Intellectual in Search of the Good Society? Paul Hollander. établie outre-Atlantique. Car, à y penser, c'est la question la plus évidente qui soit. Une quarantaine de pays ont conduit des politiques se revendiquant ou s'inspirant du marxisme et le bilan est partout désastreux. Il est donc parfaitement légitime. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on est en 2025. Le néolibéralisme est en crise absolue. Il a engendré, depuis 2008, 3 crises monstrueuses. Il est en train de sombrer dans la guerre. Il y a un chômage, des morts de masse aux États-Unis,
des guerres en Ukraine dues à ça. Il y a une croissance nulle dans tous les pays occidentaux qui appliquent le néolibéralisme, le chômage qui augmente, une crise de sous-consommation, mais il y a des gars qui font des trucs pour promouvoir Sowell, Hayek, tu vois, en disant Marx s'est trompé. Tu vois, je veux dire, à la rigueur, que le gars il fasse des vidéos comme ça, bon, si on était en 92, tu vois, ça Oui, pourrait oui, avoir oui. du sens. Mais là, tu sais, je veux dire, moi je peux prendre autant de vidéos du drame néolibéral partout dans le monde et des millions de morts qu'il est en train de faire, tu vois. Mais vraiment, le niveau d'aliénation intellectuelle est ouf, quoi. Et puis, attends, le mec te dit oui, la politique inspirée du marxisme a été partout désastreuse. En fait, déjà, il fait abstraction du fait que il y a une guerre, tu vois, il y a eu la guerre froide. Tu peux pas, comment ça s'appelle, analyser les pays du bloc socialiste indépendamment du fait qu'ils étaient dans une pression constante avec des mecs qui étaient plus ou moins prêts à appuyer sur le bouton atomique pour faire péter la planète si les gens commençaient à devenir trop socialistes. Tu vois, tu peux pas mettre ça en dehors de la réalité des choses. Faut quand même dire quelque chose, que ce soit l'URSS ou même la Chine aujourd'hui, c'est des pays qui ont vu leur productivité et le bien-être et la santé, les vaccinations, la fin des famines, tout ça, grâce à des systèmes qui se sont inspirés du marxisme et du socialisme, tu vois. Tu peux critiquer plein de choses. À la limite, il ferait une critique en disant la liberté d'expression en URSS et en Chine, c'est pas top. Je serais d'accord avec lui, tu vois. Mais faire une vidéo pour nous expliquer que le système productif soviétique qui est passé du Moyen-Âge à balancer des fusées sur la Lune et puis à développer l'arme atomique pour faire la guerre froide, ou alors nous expliquer que la Chine qui est passée d'un énorme empire, enfin d'un énorme pays qui était soumis à l'impérialisme, à un pays qui est aujourd'hui peut-être le pays le plus puissant au monde au niveau économique, c'est quand même un peu ridicule, tu vois. C'est clair. Tu vois, il dirait, ouais, en Chine, les opposants politiques, ça je suis d'accord avec lui, tu vois, à la limite on pourrait en parler, mais nous expliquer Oui. que le système productif en Chine, il n'a pas fonctionné ou en Union soviétique, c'est ridicule. Ouais. Et puis après, on peut faire une critique bah, je veux dire, moi, je n'aime pas trop non plus, tu sais, la logique de c'est pas le vrai socialisme, c'est pas le vrai Ah, communisme. moi non plus, non plus. Tu vois, C'est le vrai socialisme, à refaire, on aurait refait la même chose. ouais, J'en voilà, rajoute, non, hein. mais Non, mais c'est une c'est pas l'un ou l'autre, mais on doit avoir, on expérience. doit avoir un esprit critique. C'est une expérience en fait, ça veut rien dire. C'est comme si on disait, par exemple, c'est pas le vrai capitalisme, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une expérience d'une économie, plus socialisée que l'économie occidentale, plus libérale. Voilà, c'est ça. Heu et il y a pas de bon, de mauvais, mais d'ailleurs tu Et remarqueras puis il y a des que phases, attends, l'Union soviétique rentre en crise quand même à la ouais, fin de ouais. l'Union Non, mais je soviétique. veux dire, Mais c'est par que contre, dans les années, entre les années 30 et les années 50, on peut pas nier qu'il y a un développement de la production oui soviétique, tu vois. Par contre, on et peut se dire, oui, dans les années 80, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a même abouti comment ça s'appelle, à Tchernobyl. Enfin, je veux dire, il y a eu des exactement. problèmes quand même, tu vois, de production en Union soviétique, faut pas le nier. Mais voilà, mais en plus, comme tu dis, il faut voir les phases, comment elles se sont développées, qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a fait émerger de négatif, par exemple, voilà. Mais c'est drôle parce que ces gens-là reprochent aux communistes de dire c'est pas le vrai communisme, mais alors que les néolibéraux passent leur temps à dire tout le temps mais c'est pas le vrai libéralisme, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, c'est ça, c'est trop socialiste, on est dans le tu vois, marxisme, voilà. il y a le Donc, fisc quand même. ils ont exactement la même pensée idéaliste quand ils analysent les choses concrètes. C'est-à-dire qu'ils ne bah, c'est ce que fait Marx, quoi. Il n'arrive pas à faire ce que fait Marx, de s'élever de l'abstrait au concret, voilà, et d'avoir ce retour permanent. Eux, ils restent dans l'abstrait, ils disent, «J'ai dans mon abstraction, j'ai rien retrouvé dans le concret qui ressemble à ça». Bah non, spoiler alerte, ça n'arrivera pas parce que c'est un processus du passage de l'abstrait au concret. On ne crée pas des choses abstraites pour ensuite essayer de les trouver dans la nature. Ça nous sert à comprendre certains aspects de la nature, quoi. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Légitime de se demander ce qui a échoué. C'est un peu de cette compréhension qui a du mal à se frayer un chemin jusqu'à la France que je voudrais explorer avec vous en vous la présentant de manière pédagogique. La thèse que je vais C'est vrai qu'il y a du mal à frayer un chemin, on croirait que la France est marxiste. Tu sais, genre, qui nous cite, ne serait-ce que 5 économistes de renom actuellement vraiment saucés par les instances économiques françaises qui sont marxistes. mais non, mais enfin,
déjà qu'il cite 5 économistes marxistes contemporains, déjà je suis sûr qu'il n'y arrive pas. Alors que nous, on Bah a oui, fait une oui. vidéo, on en a cité combien? 15? Je peux en citer 15 ici. Mais bon, mais franchement, franchement, comment ils disent? C'est vraiment un banger cette vidéo. Elle est incroyable. vais défendre ici, c'est que chez les marxistes, c'est la conception de la valeur qui est fausse et que de cette conception découlent la plupart des drames, d'abord économiques puis rapidement Genre, la conception de la valeur est fausse, mais on va voir que tout du long, ils confondent valeur et prix. Mais voilà, les marxistes n'ont rien compris à la Ah valeur, bah mais là, lui, il a très bien compris, lui. sociaux de toute société qui vise à mettre en place le communisme. Je ne peux bien évidemment pas faire le tour de cette idée en une phrase si courte, la démonstration est trop grande pour tenir dans la marge, mais à l'inverse de certains mathématiciens, je vais me forcer de la faire et de réunir toute une école de pensée économique qui est assez Alors, regarde, l'école des pensées. Von Mises, Schumpeter, Hayek. les mecs, méconnue ah, en France mais et tous qui a les débuté avec l'école autrichienne C'est lui qui dit qu'on est en retard de 150 ans. Le mec, il bande sur tous ces gars-là. Ils sont tous morts il y a 60 ans. c'est clair. et a continué avec l'école de Chicago. Le premier concept que je vais aborder, c'est l'idée d'un prix naturel qui est posé comme un postulat dans le marxisme. Nous parlerons évidemment de la C'est vrai que ça fait. Moi, je veux dire, je trouve que ça fait très marxiste le terme de naturel. Tu vois, prix naturel, vraiment, C'est pour moi, gênant. c'est vraiment un concept marxiste. Tu vois, ça me paraît logique. Mais ce qui est fou, hein, mais c'est tu vois, typiquement mais alors là, il reprend, bah, comme je te l'ai dit, des imbéciles, heu, c'est vraiment moi, je considère comme, Mises, et cetera, comme vraiment des crétins, hein. Je le dis, c'est vraiment des crétins. Hayek est un crétin, vraiment, c'est vraiment un type, enfin, tout ce qu'il a produit, c'est de la crétinerie. Heu, Friedman est un peu moins crétin, parce qu'il a un peu de la pensée sur la monnaie, mais bon, c'est pas terrible. Mais vraiment Mises et Hayek, c'est vraiment des crétins. Et d'ailleurs, Hayek, quand il parle de politique, faut voir à quel point il est réactionnaire. Mais donc il reprend des crétins, bah, des crétins, importants dans l'histoire parce que c'est pas parce que justement leur position bourgeoise fait que c'est pas leur intelligence ou leur, perception de la réalité qui est mise en avant, mais leur adéquation à l'idéologie de classe. Des crétins qui pensent que le capital de Marx sert à dire c'est quoi la valeur, alors que tout ce que fait Marx dans le Capital, c'est de dire c'est quoi la valeur dans le monde fétichiste capitaliste de la marchandise. Donc on va le voir, etc., la valeur travail, etc. Jamais Marx ne dit euh, ne fait le capital pour dire voilà ce qu'est la valeur. Ce que dit Marx, justement, c'est voilà ce qu'est la valeur dans le rapport social capitaliste. Voilà. Donc, déjà, et ça c'est très intéressant, déjà Marx, là, fait une découverte fondamentale que tous les bourgeois, et donc les crétins que j'ai cités avant et que lui a cités et qui prend pour des maîtres, ne peuvent pas assumer. Parce qu'en fait, ce que montre Marx, c'est voilà quelle est la valeur dans votre économie de merde. Et je dis ça, je cite Marx dans le texte. Il appelle ça l'économie politique, cette merde. Et donc il dit voilà ce qu'est la valeur dans votre économie de merde, c'est la valeur travail. C'est comme ça que vous fabriquez de la plus-value, en exploitant le travail. Et effectivement, jamais les bourgeois, de Smith à Ricardo, même si Smith et Ricardo ont commencé à le comprendre, mais ils ne l'ont pas vraiment compris, et surtout après, postérieur, ne peuvent reconnaître ça. Pourquoi? Parce que reconnaître ce que Marx dit sur le capitalisme, ça veut dire accepter la lutte des classes et accepter l'exploitation. Ça veut dire, soit vous êtes d'accord avec Marx en disant, oui, oui, c'est bien ça la valeur, c'est bien ça, c'est bien la force de travail qu'on exploite, pas de problème. Et donc vous assumez que vous êtes des exploiteurs, soit vous êtes, bah, vous voulez pas être des exploiteurs et vous êtes obligé de renoncer à vos intérêts. Et donc effectivement, jamais des économistes bourgeois, pour pouvoir maintenir leur position sans passer pour des exploiteurs, ils doivent exprimer une fausse conscience, donc ils vont ratiociner sur la valeur, l'utilitarisme, et puis ensuite le Le capital marginalisme. qui produirait de la valeur, des choses comme Voilà, ça, tu vois. le marginalisme, etc., pour justement faire en sorte de dire non, la valeur, ce n'est pas ce que dit Marx, parce que nous ne voulons pas être des exploiteurs. Voilà ce que Marx essaye de leur mettre dans la tête. C'est pour ça qu'il il dit, c'est comment il dit, le plus grand pavé jeté à la tête de la bourgeoisie. C'est ça qu'il dit quand il parle du capital. Parce que
C'est ça qui leur met dans la tête. Et eux, ils veulent pas l'accepter. Voilà. Notion de valeur travail, notamment en s'appuyant sur les observations de Karl Menger. Nous verrons ensuite la temporalité de la grille de lecture marxiste qui constate la répartition de la plus-value seulement une fois les moyens de production créés et le marché économique établi sans prendre en compte la dynamique de création économique, problème que Eugen von Bombauer avait déjà pointé du doigt. Nous verrons avec Ludwig von Mises qu'une mauvaise conception On va se régaler, mec. On va se régaler. Il y en a à bouffer. Là, c'est un set plat, là. Ah, mais là, mais c'est. Mais là, mais je te dis, moi, je te dis, pour moi, c'est un exercice vraiment très intéressant de dire voilà ce que c'est le fétichisme de la marchandise. C'est quelqu'un qui pense comme ça. Vraiment, c'est des vraiment le prix cas. ne peut pas conduire à une planification efficace de l'économie, quand bien même on souhaiterait cette Bon, je spoil un peu sur Vitesse. Ne peut pas conduire à une planification efficace. Là, le mec, il considère que les trucs privés, genre Amazon, c'est pas planifié, hein, t'inquiète. Temu, c'est pas planifié. Hein. Chine, c'est pas planifié du tout. Les mecs ne font aucune planification. Ah C'est non. des petits artisans qui se disent ah bah, Non, mais- je vais mettre ce t-shirt là, peut-être que ça va plaire. Hein. Ils planifient mais- rien, il n'y a pas d'algorithme Non, derrière non, tout mais ça. Les vraiment, mecs sont cons, hein, quand même. vraiment ne pas avoir travaillé dans le monde capitaliste, et là, je sais de quoi je parle, pour croire que ce n'est pas planifié, quoi. C'est-à-dire, tout est planifié de A à Z. Alors, Heureusement, oui. ce que va dire Marx, justement, c'est ça qui est passionnant, c'est que ce que va montrer Marx, c'est que ça se percute, les planifications entre divers capitalistes, le marché étant archaïque, se percutent et donc sont insignifiants. Mais, mais vraiment, je te dis, c'est des crétins, hein, Hayek et tout. C'est des gens qui n'analysent jamais les processus concrets de production capitaliste, ce que Marx fera toute sa vie, qui ne parlent que des mécanismes de marché et d'échange. Pour eux, le capitalisme, c'est que le marché. Hein. Alors que Marx, justement, montre que c'est pas un mode d'échange, c'est un mode de production. Voilà. planification. Pour aller plus loin, nous nous interrogerons même sur la capacité de planification de l'économie en reprenant une interrogation hayekienne sur la répartition de la connaissance économique. Nous verrons avec un exemple pratique comment une connaissance économique centralisée peut rapidement déboucher sur des questions absurdes en prenant l'exemple de l'opposition marxiste entre propriété privée et propriété personnelle. Enfin, En vrai, ce qui est trop bien, c'est qu'on va pouvoir répondre à tous les arguments de merde Et- qu'on entend tout le temps sur Ah oui. des néolibéraux. C'est ça qui est parfait. Ce qui est très bien, hein, c'est la vision marxiste pour lui. Donc, on ne peut pas avoir de. Bon, ça, c'est toute la thèse hayekienne de l'information est trop importante, elle n'est pas centralisable, donc seul le marché permet d'équilibrer de manière horizontale la demande, etc. C'est des vieilles thèses, un peu bidon, il n'y a aucun travail expérimental derrière. Et c'est surtout, tu as envie de dire, mais analysons le concret. On est dans la pire crise anthropologique, économique, écologique, etc. À quel moment on peut nous dire que le marché et ce mode de production est rationnel et permet des choses, comment dire, efficientes? C'est parce que c'est pas encore assez dérégulé, mec. C'est ça. C'est parce que c'est pas. Faut arrêter les accords de Paris. Et là, t'inquiète, ça va se réguler. Mais en plus, ce qui est dingo, c'est que même des Hayek, etc., sont des néolibéraux. Alors, pas Mises, mais Hayek, tu vois. C'est des gens qui, en plus, viennent d'une école qui sait que le libéralisme du 19e, lui-même est chaotique. Je rappelle qu'il a dégénéré dans 2 guerres mondiales. Enfin, son chaos dégénère dans 2 guerres mondiales. C'est quand même... Moi, je veux Parce que bien c'était qu'on fasse- pas assez dérégulé. Voilà. Bah non, parce que même des gens comme Hayek, Lippmann, etc., ont conclu que c'était justement parce que le laisser-faire était insuffisant. Donc même eux, en 1938, au congrès Lippmann, ont conclu ça. Et donc le néolibéralisme est une nouvelle forme de pensée, on va dire, de l'artificialisation étatique du marché. Voilà. Vous pensez aussi qu'il répond à la planification socialiste. Hein. Et qui répond à la- Il y a qui aussi. répond à d'autres- En face, ils ont des gars qui planifient et ils se disent le marché nous ça mène à de la merde. Et en face, il y a des mecs qui planifient. Donc il faut qu'ils Exactement, trouvent un qui moyen répond- de tantôt planifier et tantôt quand même garder la bourgeoisie. Parce que c'est ça le néolibéralisme. C'est planifier tout en laissant le privé gagner l'argent, quoi. C'est exactement ça. Ça sert à faire en sorte que le marché puisse permettre à l'infini de ne pas rentrer dans ces contradictions
justement du côté chaotique du privé. Voilà. Parce que, et c'est ça qui est fondamental, c'est moi à la rigueur qu'un Mises nous dise ces conneries à la fin du 19e, au début du 20e. Très bien. D'ailleurs, je rappelle que c'était un type que tout le monde prenait pour un crétin déjà à l'époque. Euh, ok, elle était avant la Première Guerre, la Deuxième Guerre et tout. Bon. Mais quand on vient à dire que les informations du marché, les informations sont trop gérables, ne peuvent pas être gérées, et donc seul le marché peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe. Quand tu as eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la catastrophe dans laquelle on est aujourd'hui, venir nous dire que ces mécanismes-là sont les moyens d'empêcher la catastrophe, mais moi, mais c'est à pisser de rire. Donc moi, je veux bien dire à Mos Majorum, ok, mets-nous des photos de Tchernobyl. Je vous rappelle que Tchernobyl n'est pas un problème du mode communiste en l'occurrence. Parce qu'on pourrait très bien mettre des photos de Fukushima. Il ne me semble pas que Fukushima, toute la zone autour, qui est dans le même état que Tchernobyl à cause du nucléaire, viennent du communisme du Japon. Tu vois. Donc, mais moi, je vais lui dire, bah voilà, on Oui, va mais on faire un pourrait truc. même, quand bien même, tu vois, quand bien même, on Non, mais dirait voilà, mais Tchernobyl, c'est un problème parce que les gens se parlent pas assez, parce que je sais pas quoi, tu non, vois, non, on mais pourrait. tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que bah, très bien, mais moi, je peux faire aussi une vidéo où je vais mettre toutes les morts, toute la catastrophe de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale sur le mode de production capitaliste. Et bon, je pense que la majorité des gens voient la catastrophe dans lequel que Mises, hein, et je parle pas d'économistes modernes qui justement essayent, bourgeois, etc., essayent de critiquer justement sur le libéralisme archaïque du 19e siècle. Lui, il revient à ça alors que ça a littéralement dégénéré dans les deux plus grandes guerres mondiales de tous les temps. Voilà. Nous verrons avec Thomas Sowell comment ces grilles de lecture marxistes, dérivées de la valeur travail, peuvent donner des croisades en faveur du bien qui empoisonnent nos débats politiques contemporains et comment, hélas, ces croisades Oh, trop drôle. Le wokisme est dû à Marx qui croit à la valeur travail. C'est ça le truc, quoi, le Le délire niveau du mec, quoi. des économistes, tu vois. Son problème à lui, il essaye même pas de résoudre des crises, de les anticiper. Non, c'est Thomas Sowell, il vient chercher un gars pour dire le problème, c'est que le marxisme, en fait, il veut trop faire de l'égalité et du coup, il y a les woke à cheveux bleus qui nous emmerdent quand on veut mettre une fessée à nos gamins. Bon, bah, ça, c'est des économistes, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont même peuvent pas ils ont même pas le niveau de la scientificité qu'ils essayent de nous vendre, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Bah, c'est là où des fois tu critiques des Lordon, des Piketty. En fait, ils sont bien supérieurs à ces mecs-là déjà, hein. Mais moi, mais moi, Lordon, je le critique, plein de trucs. Me lance pas sur le sujet parce que là, je viens de lire son dernier livre et il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas un crétin, d'accord? Tu sais, vraiment, Thomas Sowell est un crétin. C'est un type, normalement, il devrait même pas pouvoir donner son avis, tu vois? Mais voilà, donc c'est vrai, on n'en est pas là, tu vois? On n'en est pas là et ces gens-là, clairement, en plus, sont considérés comme économistes parce ils passent leur temps à faire du commentaire politique. Sowell, c'est ça. C'est des types qui n'ont même pas apporté le moindre degré de comment dire? D'efficience, de résolution de problèmes, d'amélioration du mode de production capitaliste. Il y a rien. Et Hayek, c'est pareil, il y a rien. causer du tort, même à ceux qu'elles prétendent sauver. La question de la valeur d'un bien est probablement celle qui fonde le concept même d'économie. Sans estimation de la valeur, la notion d'économie perd son sens. Ce n'est pas pour rien que dans son économique, Xénophon ouvre le dialogue de Critobule et Socrate sur ce qui constitue un bien et sa valeur. Critobule s'exclame même « Notre raisonnement progresse et se tient bien Socrate, puisque nous avons déjà dit que seules les choses utiles sont des biens. » Cette question J'aime pas ce genre de choses dans une vidéo. Tu sais, il nous a dit probablement l'économie, c'est principalement définir la valeur des biens. D'ailleurs, c'est bien pour ça que Xénophon a fait. Oui, si tu veux, c'est des arguments d'autorité. Il nous a rien prouvé, tu vois. Non. Et puis c'est surtout qu'en plus, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il confond l'économie et le marché. Voilà. Alors, bon, moi, je veux bien qu'il appelle ça c'est quasiment la même chose, hein, tu vois. Mais en fait, ce qui se cache derrière l'économie, parce qu'en fait, le problème de quand on dit économique, c'est que
Enfin, moi, j'entends pas simplement la distribution, la circulation, mais aussi la production, tu vois. Hmm. Même si je te dis, moi, je veux bien, comme Marx, hein, comme l'esprit de Marx du Capital, de l'abolir totalement. L'économie, c'est ça, hein, le Capital, critique de l'économie politique. Parce que c'est-à-dire, même ça, il n'a pas lu, en fait, Ah bah, il a pas lu le sous-titre, mais il a pas le bouquin, je pense. tu vois. Et donc, non, lui, ce qu'il comprend pas, c'est qu'en fait, là, ce qu'il essaye de. Et c'est pour ça que on trouve ça chez Xénophon, chez Aristote, etc. Ce sont pas des capitalistes, ce sont des gens qui pensent le marché. Pour eux, c'est déjà, en fait, le marché émerge bien avant le capitalisme dans l'histoire humaine et particulièrement dans l'histoire occidentale. Donc, on a dès l'Antiquité, où le marché est important, la distribution, l'échange, voilà, une réflexion sur, comme on a le marché et la monnaie, c'est deux choses qui vont être nécessaires pour mettre en place le rapport bourgeois et capitaliste. Voilà. C'est pas parce que vous avez le marché et la monnaie que vous avez le capitalisme. Le monde a longtemps été dans des modes de production avec un marché, avec de la monnaie, sans être capitaliste. Le monde féodal, le monde antique, etc. Mais par contre, effectivement, quand vous avez de la monnaie et de l'échange, c'est-à-dire une marchandise de référence qui s'échange contre toutes les autres marchandises et donc qui n'est plus une marchandise, qui est la monnaie, et ben vous vous posez la question de quelle est la valeur d'un bien. Voilà. Pour être sûr que vous sortez bien le bon nombre de pièces de la poche, quoi. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est... Mais c'est pas une réflexion sur le capitalisme, là. C'est une réflexion sur le marché. Mais c'est ça qui est très intéressant, justement parce que les libéraux ne pensent pas le mode de production capitaliste, ils le nient, et donc toute leur réflexion, en fait, quand ils parlent du capitalisme, ils parlent du marché. Voilà. Et ils ne savent pas faire la différence entre le marché et le capitalisme, et donc ils ne savent pas reconnaître un mode de production. Et quand effectivement quelqu'un qui est orienté vers la pensée communiste, c'est-à-dire vers l'abolition du régime capitaliste, leur rappelle à quelles conditions de production et d'exploitation leur marché fonctionne, ils disent surtout pas. Nous sommes des gens bien, nous sommes pour la liberté et l'égalité. Ne nous traitez pas d'exploiteurs. Voilà. Et c'est vrai ce que tu dis, j'avais pas pensé à ça, leur confusion entre le marché et le capitalisme, mais souvent ces mecs-là te disent le capitalisme c'est super vieux et tout, les gens échangeaient déjà. Alors déjà, l'échange c'est pas non plus très vieux, tu vois, mais c'est vrai que le marché est beaucoup plus vieux que le capitalisme, tu vois. Bien sûr, C'est-à-dire la que tu monnaie. peux avoir des gens qui échangent des trucs, qui s'achètent des choses et tout, sans qu'il y ait une propriété privée des moyens de production. Tu peux avoir une propriété collective des moyens de production et avoir des échanges. Sans Qu'est-ce qu'il y a qu'il y ait de l'accumulation du capital, Bien etc. sûr. Et le monde a longtemps fonctionné comme ça. Le monde a longtemps fonctionné de cette manière-là. Voilà. Et donc, effectivement, la question de la valeur, elle n'émerge pas pour le capital. Ce que va dire Marx, c'est bien autre chose, on va le voir après. Mais elle émerge justement dans les sociétés où il y a du marché. La de notion de lutte. valeur n'a aucun sens dans le communisme. Le communisme, c'est directement l'accès de tous à toute la production. Donc la notion de valeur n'a pas de sens. Tu viens, tu te sers, tu vois. Mais là, Ah là là là, les mecs qui vont regarder, qui sont fans de Vache Pajero, ils vont être en sueur devant ta phrase. Tu viens, tu te sers. c'est bien, c'est ça, non? Ah, bien sûr, mais Oui. ils vont pas capter, ils vont dire oui, mais si on fait ça, les gens, ils vont venir, ils vont tout prendre et tout, et puis Ouais. en fait, ça va s'écrouler parce qu'il y en a qui profitent trop. Très bien. J'expliquerai comment ça va marcher. Pas de souci. C'est vrai que moi, tu vois, comme je paye pas le médecin, j'y vais 150 fois ça. par mois, tu vois. Moi, demain, on me dit, tu vois, imagine, on me dit demain, tu peux prendre tous les paquets de chips du magasin. Voilà. Mais par contre, tu pourras jamais les revendre. Tu pourras jamais faire autre chose que les manger. Clairement, je sais pas si je vais toutes les prendre en fait. À part m'encombrer chez moi et périmer parce que de fait, mon métabolisme est limité à un certain nombre de chips que je peux manger. C'est combien d'ailleurs De Dis-le quoi? pour le chat. C'est combien d'ailleurs le nombre de chips que tu peux manger si c'est pas trop indiscret? Moi, pas trop. Ouais. Tu sais très bien pourquoi, parce que je je peux plus trop en manger, mais je peux en manger pas mal quand même. Mais voilà, un paquet par jour. Je me dis un paquet par jour. Déjà, si vous mangez un paquet de chips par jour, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Bon voilà, tu te rends compte que c'est limité. Voilà. Donc Surtout que tu consommes peut-être même moins, parce que moi, si je sais que je peux y aller quand je veux,
que les magasins ils sont approvisionnés correctement et tout, je vais pas me faire chier à stocker des chips chez moi, tu vois. Mmh. Je vais en prendre autant que j'ai besoin et puis voilà, tu vois. Mais donc voilà, et donc donc ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que justement pourquoi quelqu'un pourrait se servir quand on donne l'accès libre dans un monde de production capitaliste, mais dans un marché limité, raréfié, etc., qui est le marché capitaliste, bah c'est pas que les gens puissent prendre 3 tonnes de chips pour les manger. C'est que s'ils prennent 3 tonnes de chips, il y a de fortes chances qu'ils puissent les revendre contre autre chose, ou les revendre moins cher, ou faire de la spéculation dessus. Donc ils ne prennent pas, et c'est ce que dit Marx sur le fétichisme de la marchandise, ils ne se servent pas pour les chips, pour le La valeur travail d'usage des concret, chips. pour la valeur d'usage. Ils se servent pour la valeur d'échange qu'elle représente. Voilà. Et donc, toute la forme du communisme, ce n'est pas de déterminer quelle est la bonne, la vraie, la naturelle valeur, c'est d'abolir la valeur. C'est d'abolir cette merde, comme dit Marx. L'utilité d'un bien reste un élément central de la définition de la valeur jusqu'au début du XXe siècle au moins. Voici par exemple l'élégante définition de la richesse par Hilaire Belloc en 1912. La richesse est une matière qui a été consciemment et intelligemment élevée d'une condition dans laquelle elle est peu apte à répondre à un besoin humain à une condition dans laquelle elle est plus apte à le faire. Socrate et Critobule, Mais pourquoi ils nous citent ces trucs comme ça dont on se balèque oh là là. comme Mais tant parce Je qu'il crois d'économistes, que c'est écrit par marché. ChatGPT. Il- C'est peut-être il- écrit par ChatGPT. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que je te Dans le dis, style de Hayek, tu vois. il est hors sujet. C'est drôle, il est hors sujet. Marx a écrit le livre contre des mecs qui pensent comme lui, alors que lui, il pense qu'il écrit contre Marx. C'est fou. économistes après eux sont toutefois dérangés par un point. Les biens n'ont de valeur que lorsqu'ils comblent un besoin. Je cite Critobule à nouveau. Par exemple, une flûte, pour qui sait en jouer convenablement, c'est un bien, mais pour qui ne sait pas, elle ne vaut pas plus que d'inutiles cailloux. Ce qui chagrine Critobule et Socrate, c'est que le prix d'un bien n'est pas universel, car le besoin humain, même auquel ce bien pourrait répondre, n'est pas universel. Voilà le problème auquel les économistes dits classiques ont tenté de répondre. Adam Smith en particulier, et puis Ricardo à sa suite, ont proposé l'idée que la métrique de la valeur d'un bien était le Ce serait quand même bien hein, qu'il cite quand même ce que a fait Smith, qui est quand même un petit peu plus sérieux que de revenir à Xénophon. Justement, quand il dit, bah non, en fait, malheureusement, il y a une utilité objective qui diffère de l'utilité subjective. Par exemple, boire de l'eau, c'est une utilité objective. Je sais pas, toi, t'es dans le médical, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrête de boire de l'eau et que je mange que des chips, pas du Tu te déshydrates, tu deviens toi-même une chips. Donc, est-ce qu'on peut me revendre après ça sur le marché? Mais tu vois, donc, c'est justement ce que dit Smith. Il dit, bah oui, l'eau est objectivement utile, donc elle est pas, c'est pas subjectif l'utilité, contrairement à ce que cet imbécile raconte. Pourtant, elle vaut rien. Voilà. Donc c'est pas. Oui, mais ils ont toujours l'exemple, oui, mais l'eau dans le désert, machin, on pourrait te la vendre plus cher. D'accord. Non, mais je te promets, dans les commentaires, ils vont te répondre ça. C'est la réponse classique du néolibéral teubé. Mais oui, mais je te réponds à un truc concret par un truc qui n'existe pas, tu vois? Bah, c'est bien, pas de problème, mais c'est comme si tu me disais, c'est comme si moi je te posais la question, comment je fais pour supporter la mort, de mon père ou de ma mère et que tu me dis: «Bah, il y a Dieu». Bon, bah, si tu veux, si toi tu as la foi, très bien, mais moi ça va pas m'aider, tu vois? Donc le temps de travail requis pour le produire. Cette théorie, dite théorie de la valeur travail, a dominé le paysage économique entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle. Et c'est sur cette base que Karl Marx a construit sa compréhension de l'économie en reprenant l'idée d'un prix nominal des biens estimé à partir de la production. Pour rentrer Tu vois, ils pensent que c'est Marx qui pense que la valeur doit être comme ça. On est et d'accord, il le dit bien. ce qui est fou en plus, c'est que par association il fait de Ricardo ou Adam Smith des marxistes. Tu sais, genre, c'est parce qu'il vient de nous dire au début de la vidéo que le problème venait de la valeur travail, d'accord? Alors comment il explique que des libéraux bourgeois, bon, vraiment Adam Smith, faut le lire, hein. Enfin, je veux dire, si vous intéressez à l'économie, que vous voulez rentrer dans des trucs, Adam Smith, c'est vraiment bien. Ricardo, c'est vraiment bien.
Mises, c'est un crétin. Voilà, je le redis. Ouais, tu vois, attends, ça veut dire qu'Adam Smith et Ricardo sont agréablement acceptés par un marxiste comme toi, donc ça veut bien dire qu'ils sont un peu marxistes au fond. non, ça veut dire que justement, eux ont compris des choses de l'économie moderne et capitaliste. Ils ont compris justement que que la valeur n'était pas un simple truc subjectif. Tu vas voir, il va le dire après. Subjectif, intersubjectif, etc. Ils ont compris qu'il y avait un mode de production derrière. Voilà. Et donc, ils ont fait avancer leur économie. Et d'ailleurs, quand il le dit, c'est ce qui a dominé le 17e et 18e siècle. Ben, waouh! Ça veut dire que tu es en train de me dire que la notion dominante de la valeur travail, pensée par Smith, par Ricardo, deux des plus grands économistes de l'histoire bourgeoise de l'économie politique, est concomitante avec la période la plus importante du développement industriel de l'économie capitaliste. Et donc tu voudrais dire que ces gars-là se sont trompés par rapport à des gars néolibéraux qui ont continué de nous vendre le libéralisme qui a débouché sur 2 guerres mondiales. Bah oui, effectivement, là, quand on fait le processus de l'abstrait au concret, c'est-à-dire à la fin de regarder ce que ça produit dans la réalité, bah je suis désolé, mais c'est Hayek, ils vont pas tenir longtemps face à Ricardo et Smith. Hein. Voilà. Très dans le détail, Adam Smith, Ricardo et Marx considèrent tous les trois que chaque chose a un prix objectif et que ce prix peut être Et pourquoi il parle de prix maintenant, tu vois? Voilà. Voilà. Alors Et là, maintenant, il parle de prix. là, les auditeurs, les youtubeurs, alors là, vous pourrez reconnaître un tartampion quand, quand il confond prix et valeur. Là, c'est, comment on dit, red flag, warning. Là, vous avez un tartampion. Ah, je savais qu'elle te plairait la vidéo. T'as dit quoi? Je savais qu'elle te plairait la vidéo. Ouais. Le gars, il se trompe sur la valeur et là, il parle de prix. C'était Et là, là, mais mec, en fait, t'as pas lu le bouquin, frérot. Tu n'as T'as pas lu le bouquin. livre, en vrai. Genre, en plus, t'as pas lu le livre et tu même demande à ChatGPT, tu vas voir, il va te dire, c'est pas pareil. En plus, tout le travail du marxisme, en plus, c'est complexe, hein, et des économistes marxistes, ça a été de comment on transforme la valeur en prix, etc. C'est pas simple. Hein. On a des essais dans le second livre du Capital et surtout dans les thèses sur la plus-value, dans le livre 3. Enfin, c'est vraiment un problème et plein d'économistes ont essayé de le penser à la fin du 19e, au 20e, etc., la transformation de la valeur en prix. Mais alors, Tu peux expliquer un peu la différence pour les gens qui captent pas? ben, en fait, la valeur, c'est ce que coûte un bien dans le rapport d'exploitation capitaliste. Donc, c'est ce que coûte un bien dans sa mode de production pour le capital, pour le capitaliste, voilà. Et le prix, c'est ce que coûte le même bien dans la circulation. Et effectivement, C'est du côté la de valeur, celui qui achète un peu, si tu veux. voilà, exactement, de celui qui achète, voilà, C'est et un de peu deux celui points de vue différents. Et on pourrait croire que c'est la même chose et que ça renvoie à la même chose, mais en fait, il y a souvent des différences entre les deux parce que la valeur est plus objective, on va dire. Et pourquoi il y a dans le capitalisme la valeur et le prix ne peuvent pas être les mêmes, pas dû? Parce que si c'était les mêmes, il n'y aurait pas de Il n'y aurait pas de plus-value. marge. Bah oui. Voilà. Donc si la valeur et le prix étaient identiques, et si justement, c'est ce que dit Marx, et c'est ce que veut nier les imbéciles comme Mos Majorum et puis ses maîtres là, c'est justement que la valeur et le prix ne sont pas la même chose. Entre les deux, il y a de la plus-value, il y a de l'exploitation, et il y en aura toujours quand il y aura une classe qui est propriétaire des moyens de production. Est-ce que la Ou des fois, il y en négation... a pas. Des fois, il y en a pas. Des fois, Ah, et des fois, il y en il a va en pas. parler. Des fois, un mauvais capitaliste va produire un truc et la valeur que ça aura coûté, tu vois, ce sera plus cher que le prix qu'il peut le vendre. Et C'est à ce son moment-là, il va problème. faire faillite. Mais tu vas voir que Exactement. pour lui, c'est un contre-exemple du fait que Marx se trompe alors qu'il comprend rien, tu vois. Exactement. Et donc, mais tu vois, et quand un moment. Mais tu vois, c'est un truc qui est particulièrement intéressant, la découverte de Marx là-dessus, du capital variable. Le capital variable, c'est justement ce capital que tu exploites, la force de travail, tu vois. Juste pour que les gens Impossible. comprennent, il y a le capital constant, c'est par exemple les machines que tu as, Voilà, la le marchandise, les local, des trucs comme matières, ça c'est etc. constant. Voilà. Mm, Et variable, c'est genre, bah, t'as employé des mecs pour le faire, tu les paies à des prix différents, et donc du coup, exactement. c'est variable. Et cette découverte-là de la compréhension des rapports capitalistes, ça, vous voyez, c'est quelque chose que la bourgeoisie ne veut pas accepter, ne peut pas accepter.
parce que c'est le cœur de sa contradiction. Soit elle l'accepte et elle est obligée de reconnaître qu'elle est exploitatrice et que toutes ses valeurs libérales, égalitaires, progressistes sont du vent, soit elle l'accepte concrètement et elle est obligée d'être dans le cynisme ou dans l'auto-abolition d'elle-même. Voilà. Donc c'est là, quand on pense l'identité sujet-objet. Voilà. Effectivement, c'est un terrain de lutte, la compréhension de la valeur et de la plus-value. Pourquoi? Parce que justement, ça met en percussion des classes sociales. Et donc voilà, pour revenir à ça, justement, ce que va nier Mises, etc. Parce que je te dis, ils sont bêtes ou malhonnêtes. Allez, à la rigueur, on va leur dire c'est des bourgeois qui ont bien compris ce que voulait dire Marx, mais qui font semblant de ne pas avoir compris. Dans tous les cas, on ne peut pas leur faire confiance. Justement, c'est ce que vient expliquer Marx, c'est que la valeur et le prix n'a rien à voir. Et eux vont toujours faire en sorte de les confondre. On ne va pas reprocher à Mos Majorum, hein, ces maîtres, ces petits maîtres-là faisaient pareil. Ils essayent de confondre les deux, justement parce que reconnaître leur écart, c'est reconnaître les plus-values. Et reconnaître la plus-value, c'est reconnaître le rapport d'exploitation. Calculé par la somme d'un prix de matière première et d'un prix dérivé du temps de travail réalisé. Marx introduit une légère variation dans cette théorie en supposant que le différentiel entre le prix de vente et ce prix naturel correspond à un Ce prix naturel. Mais pourquoi il utilise ces terminologies non marxistes pour le coup pour expliquer prix Bah, naturel, prix de vente, on comprend plus rien. Et là, ouais. et tu vas voir, là, il va faire exactement ce que je viens d'expliquer. Il va essayer de dire ah non, en fait, il essaye de faire croire qu'il y a un prix naturel moins cher que le prix de vente pour pouvoir faire croire qu'en fait, il y a du profit. Tu vois, il va, il essaye Parce que de le mec dire il croit qu'il n'y a pas de profit, tu sais, il pense qu'il y a des types, Amazon ils font pas de profit en fait. Tu vois, mais- C'est Jeff Bezos qui avec son gigantesque cerveau s'est créé des milliards et des milliards, tu vois. Mais tu vois, mais ça, tu sais, c'est que du ex nihilo. Il a, tu vois, mais mec, va faire un stage. Va faire un stage avec un directeur financier d'une entreprise de bouteilles d'eau, de voitures, de ce que tu veux, et tu vas voir s'il n'y a pas de profit. Tu vas voir si tu dis à tes actionnaires, non mais le profit, ça n'existe pas, hein. Moi, je vais pas faire plus d'EBITDA l'année prochaine que cette année, hein. J'ai pas plus de ventes, mais du coup, donc j'aurai pas plus de profit. Bah, tu vas voir la durée de ton CDI, combien de temps il va se mettre, tu vois. Mais tous les gens savent que dans les directions financières, les bilans, l'excédent brut d'exploitation, comme on dit en anglais, l'EBITDA, etc., c'est la base. C'est-à-dire combien de profitabilité tu as fait de ta boîte. Voilà. Faut vraiment. Mais tu vois, les gens qui citent sont des gens qui ne comprennent absolument rien à la production capitaliste. Ils n'ont jamais vécu. Mais en fait, tu te dis, il y a des entrepreneurs capitalistes qui ont mieux compris le capitalisme que ces types qui théorisent le capitalisme en étant loin de la production. Ah, mais bien sûr, mais n'importe quel directeur financier lirait Hayek en se pissant de rire dessus. Tu vois ce que je veux dire? N'importe quel directeur financier sérieux d'une grosse boîte lit Marx et dit ouais, ça m'intéresse, tu vois. S'il lit Hayek ou Mises, il est mort de rire. Ça ne recouvre rien de concret, d'efficient dans comment le monde se déroule aujourd'hui, clairement. Profit de celui qui possède les moyens de production. Mais chez tous ces économistes, il est possible pour tout bien et tout service d'estimer un prix naturel objectif. Cette théorie, bien sûr, n'est pas sans... Ce qu'il appelle, lui, un prix naturel objectif, c'est la valeur d'échange, en fait. Non, parce que la valeur d'échange, c'est le prix. La valeur d'échange, c'est le prix. Lui, ce qu'il dit, c'est ce il pense. Mais c'est quoi ce qu'il appelle un prix naturel objectif? Parce que Marx n'utilise jamais c'est ce terme. C'est la valeur. C'est ce que lui, il pense, dont Marx pense que c'est la valeur. Et il pense que c'est la valeur travail. Tu vois, il va dire le prix naturel objectif, c'est la valeur travail. Tu vas voir, il va le dire après. Étonné. Et on pourra d'abord malicieusement... Et il dit justement... Donc quand il utilise prix, c'est valeur d'échange, et quand il utilise prix naturel, c'est la valeur travail. Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, lui, quand il dit prix, il pense la valeur d'échange. Le prix, c'est ça, hein. Voilà. Oui. Et quand il dit prix naturel, il pense la valeur pour le capitalisme, c'est-à-dire la valeur d'échange moins la plus-value. Tu vois, c'est ça qu'il va dire. Marx, il dit voilà. Et donc il dit bah oui, pour Marx, il y a une valeur naturelle d'un prix qui est X. Il est vendu Y, et donc
comme il y a un écart, y moins x égale la plus-value, tu vois. Et pourquoi Et est-ce qu'il lui, n'utilise pas le langage marxiste pour nous parler? Parce que c'est trop chiant une vidéo comme mais ça, parce genre où il que critique un mec sans utiliser ses vrais concepts. parce qu'il n'a pas lu Marx et qu'il ne comprend pas les concepts. Voilà. Mais comme les mecs qui le critiquent. Pointer du doigt qu'alors que le disciple marxiste moyen tient des concepts comme le beau, le vrai ou le juste comme éminemment subjectifs et relatifs, il est Non, faux. Non. Pas du tout. Tu sais, pour lui, le disciple moyen, c'est le woke. Genre le marxisme C'est un subjectivisme, le marxisme. hein. Le marxisme c'est est bien un connu. hein. relativisme. Ouais, c'est ça, c'est un relativisme absolu. hein. Chaque individu a raison sur tout. C'est bien l'épistémologie marxiste, ouais. Bah, déjà Mais en en fait, économie, ce déjà qui est ça trop con, c'est qu'à la limite, tu pourrais faire la critique inverse des fois au marxisme, un peu d'arriver Ouais. avec un état un peu objectiviste, un petit Oui. peu. Tu sais, il y a eu un marxisme comme ça, un peu trop Mécaniste. objectiviste. Mm. Mécaniste, voilà. Mais lui te dit non, les marxistes, c'est des woke qui décident qu'il n'y a pas de beau, il n'y a pas de juste, il n'y a rien. Et en fait, tout dépend de chacun. est en revanche parfaitement capable de concevoir les prix des biens comme objectifs et absolus. Mais ce qui étonne surtout, c'est que nous nous confrontons régulièrement à des prix Pourquoi objectif et absolu? Pourquoi il rajoute absolu, Mais tu ce vois? qui est drôle, Pourquoi il c'est rajoute absolu? parce que ça fait plus. Ça fait Ce plus qui est drôle, fétichiste pour le coup. Ce qui est drôle en plus, c'est que l'objectivation de la valeur, c'est le processus. C'est le processus de réification capitaliste. C'est-à-dire qu'il reproche à Marx ce que Marx dénonce dans le fétichisme de la marchandise. C'est un truc de Je ouf. sais pas si. Je pense qu'il y a plein de gens qui comprendront, mais on pourrait peut-être reparler du fétichisme de la marchandise parce qu'on en parle depuis le début. Je suis pas sûr que les gens aient bien en. Non, on en reparlera, mais le fétichisme de la marchandise, c'est justement de considérer justement que il y a une objectivité des rapports économiques et il y a une objectivité de la valeur. Le travail de l'objectivation, et d'ailleurs, Lucas, je te dirais, la réification, qui est bien plus proche en termes de concept, du concept d'objectivation, c'est justement ça. C'est de considérer que les prix, le marché, etc., sont des phénomènes naturels et non pas des rapports sociaux. Voilà, c'est ça le fétichisme de la marchandise. Et quand on est dans le fétichisme de la marchandise, on pense que l'économie est une loi objective extérieure auquel l'humanité est soumise, comme à la gravitation ou je sais pas quelle autre loi naturelle, tu vois. Et donc toute la réflexion sur cette objectivation de la valeur et du prix, c'est la dynamique de la réification capitaliste. Et lui, il croit, et donc forcément que Marx en parle, il écrit des pages et des pages pour dire, comme les bourgeois se comportent de telle manière, ils objectivent, voilà de quelle manière ils objectivent, avec la valeur travail, qui est le processus d'exploitation, capital variable, capital constant. C'est ça que fait Marx. Voilà comment. Et lui, il croit que Marx dit voilà comment ça marche. Non, Marx fait que dans le Capital dire voilà comment ça marche pour vous, les bourgeois. Donc en fait, là, il est en train de nier le capitalisme. Mos Majorum, il nie le capitalisme. C'est pas Marx qui nie. Il nie le capitalisme. Pourquoi? On l'a redit, parce que accepter le capitalisme, c'est accepter son rapport d'exploitation. Et donc, il est dans la fausse conscience. dont le calcul semble échapper à une logique de prix de production. Pensons par exemple au domaine du luxe, qui regorge de prix délirants, très éloignés de ce que la production justifie. Pensons au domaine de l'art, où la signature d'un artiste peut justifier un prix qu'aucun tube de gouache ni aucun temps de travail ne pourrait justifier. Ça, c'est très très intéressant parce que déjà, il nous Non, reparle mais de là- prix, il nous parlait de valeur tout à l'heure. Et en plus de ça, il y a quand même ce truc constant de partir. Tu vois, enfin, je veux dire, moi, si je voulais expliquer Marx, je parlerais peut-être un peu des trucs un peu exceptionnels, de la spéculation et tout, dans le 6e, 7e épisode, tu vois. Je commencerai pas à parler de la théorie de la valeur en commençant par parler des œuvres d'art, tu vois. Et c'est surtout que là, en plus, toujours pareil, c'est des processus extrêmement capitalistes. Les œuvres d'art sont justement très chères parce qu'elles sont uniques et rares, et donc qu'elles cachent derrière elles beaucoup de valeurs d'échange. Voilà. C'est pas objectif. D'ailleurs, juste pour info, hein, Marx a jamais dit que tout. Je l'ai déjà cité, hein, le passage. Hein. Dès le livre 1, chapitre 1, Marx dit quand on dépense du travail inutilement dans quelque chose qui ne trouve pas
de déboucher dans la sphère de la circulation, alors ce temps de travail est inutile, la valeur est nulle. Donc, dès le livre 1, chapitre 1 du Capital, section 1, il le dit. Donc, croire que Marx considère qu'il suffit de mettre du travail pour faire de la valeur, ou que seule la valeur détermine le travail sans le processus de circulation derrière, bah, ça prouve soit que tu n'as pas lu Marx, soit que tu n'as pas compris. Mais dans les deux cas, tu retournes jouer à la Switch et tu fais pas des séries sur le marxisme et le debunk. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est quand même important de répondre sur ces questions de, tu vois, de particularité, de spéculation, de luxe, tu vois, d'art. Qu'est-ce qui explique le fait que du luxe, par exemple, je sais pas, qu'un sac qui prenne pas tant d'heures que ça à fabriquer soit aussi cher, tu vois. Je pense que c'est des choses vraiment où il faut leur répondre parce que si on leur répond pas, C'est des processus où les gens le savent, c'est des processus de rareté et que les processus de rareté dans une économie non planifiée, organisée pour la rareté, forcément créent de la survalorisation de certains objets. Mais pas pour les objets en eux-mêmes, pour justement la valeur d'échange qu'ils peuvent recouvrir quand on les remet après dans la sphère de spéculation. Si tu achètes demain, oui, mais c'est que lui, il croit qu'en fait, ça contredit Marx parce qu'il faut pas beaucoup de temps, si tu veux, non, de temps de travail pour faire, je sais pas, il faut pas tellement plus de temps de travail pour faire une bouteille de Romanée Conti que pour faire une mais bouteille Marx, d'un grand cru bordelais, tu vois. Pourtant, ça coûte mais beaucoup plus cher Marx une bouteille de Romanée Conti, tu vois. Mais Marx, n'a jamais nié, il a inventé exprès le travail abstrait, le travail concret, valeur d'usage, valeur d'échange, et cetera. Pareil, il pense pas à la qualité et tout. Ce que dit Marx, c'est pas de savoir quel est le prix, quelle est la valeur, c'est pas ça qui fait Marx. Il essaye de dire d'où vient la plus-value. C'est ça qu'il pose comme question. Parce que ce qu'il oublie de dire dans les questions d'Adam Smith, l'autre fois on a parlé de ça sur, l'énigme du profit d'Armanja, j'ai cité le livre, lisez-le, vous allez voir. La question de Ricardo et de Marx et de Adam Smith est bien plus importante que celle que Moss Majorum essaye d'éviter, c'est de dire d'où vient le profit si on a un prix objectif et qu'il est identique dans la sphère de la circulation. Ça n'existe pas si c'est le cas. Et pourtant, Ricardo et Adam Smith, qui sont des gens plus sérieux, voient qu'il y a du profit. Et ils essayent de comprendre d'où il vient. Et Marx, tout son travail, c'est d'essayer de comprendre d'où vient le profit. Et là, il va dire, bah oui, ça vient de l'exploitation de la valeur travail. Ce qui ne veut pas dire que tout prix est déterminé par la valeur travail. Mm. Oui, mais c'est important de le rappeler, je pense, parce que justement, ces mecs-là pensent que que l'exemple du luxe ou de l'art, tu vois, fait tomber la théorie de Marx qui penserait lui-même, tu vois, qu'il y a une valeur objective et qui serait soumis à ça, alors que Marx justement ne dit pas ça. Dit dans la société bourgeoise ça marche comme ça, c'est comme ça que vous faites du profit grâce à la différence entre au prix auquel vous vendez, à la valeur d'échange et la valeur à laquelle vous payez le travail en gros. Et c'est ça qu'il explique, mais il nous explique pas que normalement une œuvre d'art devrait coûter, je sais pas, 300 € si ça correspond au temps de travail qui a été donné, tu vois. C'est pas ça qu'il explique. Or eux, étant donné qu'ils sont fétichistes, ils pensent que c'est ça qu'il explique, et donc du coup, ils pensent que le fait que les œuvres d'art coûtent cher va à l'encontre de sa théorie. Donc c'est quand même important de le rappeler, je trouve. Non, non, mais en plus, je te dis, c'est parce qu'il comprend. Là, il parle que de prix et d'échange. Comme je te dis dès le début, il parle que de marché. Et effectivement, dans les dynamiques de marché, ben, moi, je suis prêt à payer très cher. Je l'ai pas, en fait. J'ai tous les cahiers de prison là de Gramsci. D'accord? Je suis prêt à payer très cher les cahiers de prison de Gramsci. Je suis incapable de déterminer la valeur, etc. Mais pourquoi? Ça, c'est de la sphère d'échange. Et puis moi, je suis attaché à Gramsci, j'ai toute une subjectivité, j'ai envie d'avoir les cinq tomes. Bon, ça, c'est de la sphère d'échange. C'est pas ce que fait Marx. Lui, ce qu'il essaye de comprendre, c'est le profit capitaliste. Comment les capitalistes s'enrichissent. Et justement, ce que va montrer Marx, c'est que pour ça, ils vont objectiver la valeur. Et objectiver la valeur, ça va leur permettre d'objectiver la circulation et donc la plus-value qui rentre. Voilà. Et indépendamment de, une fois que le bien est construit, s'il y a machin qui le trouve plus beau et qui veut se l'échanger entre eux et que l'autre il veut payer 1000 €. Typiquement, par exemple, tiens, on va prendre un exemple intéressant. Les collectionneurs, ok? Il y a le processus capitaliste qui va fabriquer pour les geeks, je sais pas, aujourd'hui, des figurines de Batman. Voilà. Bon,
avec la boîte et tout. Le principe capitaliste, lui, il va dire, bah voilà, j'ai acheté tant de plastique, tant machin, hop, je vais essayer de pas payer mes salariés trop cher, etc. Et voilà, voilà ma valeur, voilà l'analyse de la valeur que j'ai, et voici le prix que je vais le vendre, et voici mon taux de marge, mon taux de profit, mon excédent brut d'exploitation, etc. Voilà. Ça, c'est ce que fait le capitaliste tous les jours. Donc, Mos Majorum, trouve-moi une société capitaliste qui ne fonctionne pas comme ça, qui va te dire, il n'y a pas de profit. Promis, vraiment, là, ta vidéo, elle aura vraiment un intérêt. Donc, ça, ils vont faire ça, ok? Ça, c'est le processus capitaliste de fabrication, d'extorsion de la plus-value et d'accumulation du capital. Après, pas du. Si dans 30 ans, cette figurine, pour X raisons, j'en sais rien, je suis pas geek, je m'en bats les couilles de Batman et tout. Si ça m'intéresse Batman, mais bon, peu importe, je m'en bats les couilles, je collectionne pas les figurines. Parce que elle a pris de la valeur esthétique, artistique, j'en sais rien, pour tout un tas d'autres processus sociaux qui sont pas dépendants du mode de production. Il y a des geeks qui sont prêts à payer 1000 euros pour l'acheter. Ça ne change de rien à l'objectivité du prix de sa production qui a permis de fabriquer de la plus-value. Le reste, c'est de l'échange. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois, c'est très, très, très intéressant que tu rappelles ça et vraiment, je te remercie parce que ça montre encore une fois ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils confondent le marché et le capitalisme. Ils comprennent pas que nous, on Exactement. analyse un mode de production et qu'eux, ils analysent le marché, ils analysent des échanges. Et donc, en fait, on parle pas vraiment de la même chose, tu vois. Parce que nous, on analyse la chose plus en profondeur, si tu veux. Et juste, je voudrais rappeler que moi, ce qui me fait marrer avec ces pseudo contre-exemple de merde, c'est que ça montre aussi un inconscient un peu petit bourgeois, tu vois. Genre le mec, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de savoir pourquoi une œuvre d'art coûte cher. Enfin, je veux dire, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est pas du tout. Moi, des œuvres d'art, j'en ai jamais acheté, tu vois. Je m'en fous, tu vois. Enfin, c'est pas un truc. La plupart des gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi quand ils bossent, bah, le mec au-dessus qui est né et qui a hérité, il gagne l'argent qui est produit par eux. Et pourquoi est-ce que y a le prix des pâtes qui monte ou pas, tu vois. Mais ils s'en battent les couilles de l'histoire des œuvres d'art et des sacs de luxe, tu vois. Une œuvre d'art n'est pas faite pour faire du profit à la base. Une œuvre d'art, elle est faite pour faire de l'art. Alors après qu'elle rentre dans des sphères d'accumulation, de spéculation, etc., ça c'est différent. Mais l'œuvre d'art, quand un artiste fait une œuvre d'art, il n'est pas là pour faire du profit. Enfin, si c'est le cas, c'est un mauvais artiste à mon avis. Hein, tu vois. Les artistes boutiquiers, je suis pas sûr que ce soit les plus grands. Tu vois. Mais donc la question du temps de travail, de la matière, de machin dans une œuvre d'art n'a aucun sens parce que ce n'est pas un processus capitaliste. Le processus capitaliste, c'est la fabrication de la marchandise. Ouais, mais ils sont propriétaires des moyens de production parce que Picasso, il avait ses propres pinceaux Exactement. et il exploitait les pinceaux. Tu connais l'anecdote, tiens d'ailleurs, on va pour l'anecdote, que c'est dommage un peu s'il pourrait un peu avoir un peu de drôlerie. Tu connais l'anecdote de Picasso qui va au restaurant et on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est rigolo. Il va au restaurant et puis le gars lui amène la note et puis il dit non, mais je vous, je vous paye pas la note, je vous fais un petit dessin sur la nappe. Puis vous voyez, hop, ça vaut plus quoi. Il lui donne le dessin et l'autre il dit ah merci, par contre vous avez pas signé. Il fait non mais là je paye la note, j'achète pas le restaurant. Eh bien, comment t'expliques cette valeur? Tu vois, ça contredit la théorie de Marx. Non, ça contredit pas la Mais je théorie sais de bien, Marx. je sais bien. C'est un processus intersubjectif, ce n'est pas un processus de mode de production. Voilà. Nous sommes nous-mêmes prêts à acheter régulièrement des biens dont nous savons pertinemment que le prix de vente n'est pas aligné sur le prix habituel que nous nous imaginons. Qui n'a jamais payé au prix fort une chambre d'hôtel en raison de la haute saison? Qui n'a jamais acheté un café fort cher parce qu'il était bien le seul disponible dans un terminal d'aéroport? Qui même n'a jamais payé un prix exorbitant pour obtenir un dépannage en urgence, que ce soit par un plombier, un électricien, un serrurier ou un garagiste? Et qui, à l'inverse, ne s'est jamais arrêté béat devant le prix d'un Stradivarius en se demandant bien ce qui justifiait de le vendre si cher, ce bout de bois auquel la plupart des gens ne sauraient pas arracher un son, tout comme Critobule ne savait pas se... C'est très très intéressant, mais c'est vrai que maintenant qu'on y pense, faut vraiment se dire, lui, il est dans la caverne et ce qu'il voit, c'est les ombres du mode de production et c'est le marché. Et il ne s'intéresse qu'au marché. Et jamais le mode de production est là. Et c'est le fétichisme. Vraiment, la C'est caverne vrai, de il voit Platon, les ça renvoie à ce marchandises. fétichisme, tu vois. Il voit les ombres, mais jamais, jamais il se dit, putain, je vais me retourner parce qu'en fait, le mode de production produit ces ombres, tu vois. Il voit les marchandises circuler, il se dit ah, un Stradivarius. Mais il sait pas quel mode de production il y a derrière. Tu vois, mais
C'est Mais incroyable, c'est vrai qu'il est fétiche de fou dans sa vidéo, c'est mais trop bien. c'est le type, mais c'est pour ça, mais à mourir de rire. Je dis, Marx écrit déjà contre lui dans son livre, tu vois. Et lui, il arrive avec, je vais debunk Marx. C'est Puis en plus, fabuleux, je veux quoi. dire, les chevilles du gars, je veux dire, ce qu'il est en Ouais, train de dire, il non, pense que personne tellement y a pensé mais avant et tout. Enfin, je veux dire, de servir de sa flûte. Même si elle est séduisante pour l'économiste classique, l'idée qu'un prix doit être objectif n'a rien d'intuitif. Nous sentons tous instinctivement combien la valeur que nous acceptons de payer pour un bien dépend du besoin. la valeur ouais. que nous acceptons de payer Alors, sur le marché. ce qui est bien, c'est que le gars, lui, ce qu'il dit, il dit la valeur qu'on accepte pour un bien dépend de notre subjectivité et du moment. Ok, très bien. Et tu vas voir que quand même, ça pose problème. Parce que quand on me dit, tiens, le litre d'essence de gasoil, il est à 1,80 € maintenant, ça doit être ça. Allez, le samplon 95, il doit être à 1,80. Autour de chez moi, il est à 1,80. Ouais. Bon, Le gazole, il est plus je bas, il sais, est genre à je 1,60 sais pas, il y a litres, je une crois. pénurie, tu as absolument besoin d'essence, et il y a un gars qui te dit, je te le vends 10 € le litre. D'accord? Eh ben, ça m'étonnerait que tu dises: «Yes, pas de problème, c'est subjectif». Tu vois? Je pense que tu te dis: «Je me suis putain de fait enculer parce que j'en ai besoin», tu vois? Donc tout le monde comprend que justement le gars, il va faire que du profit sur ton dos, tu vois? Et qu'il y a rien qui justifie ça et que justement, là, il est même pas au niveau de ce que Mises ou de ce que Hayek vont dire, justement. Parce que Mises et Hayek vont même pas dire: «Non, mais c'est que subjectif». Bah non, Mises et Hayek, ils vont quand même dire: c'est que subjectif, mais la quantité d'informations fait se diffuse que ça se rapproche justement de son prix normal, quoi, tu vois. Donc, effectivement, quand tu payes 10 € le litre parce que tu es en galère, et ben, tu as vraiment l'impression de te faire ken, quoi. Que nous pensons en avoir. Comme le pressentait Socrate et Critobule, le prix que nous acceptons de payer possède une dimension subjective. Les écoles d'économistes modernes considèrent même que ce prix est porteur d'informations et que le fait de pouvoir payer beaucoup plus cher peut servir de thermomètre pour estimer un bien plus grand besoin. Chez les marxistes, en revanche, le prix d'un bien est toujours considéré comme objectif. Dans notre débat public, Alors là, faux. Le prix, c'est justement l'effet de marché. Donc, même Marx reconnaît les variations de prix par l'offre et la demande basique. C'est vraiment, mais n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et sinon, il n'y aurait pas de crise du capitalisme hein, si le prix était tout le temps objectif. Là, il confond valeur et prix. Bah, c'est dramatique. Hein. Il se tire des balles dans le pied tout seul. Et son article pour prouver ça, c'est un article, ces chiffres qui prouvent que l'encadrement des loyers est inefficace. C'est pas trop pourquoi, ça prouverait que Marx a tort, tu sais pas trop ce qu'il raconte et tout. Ah, le pauvre. Franchement, il me fait de la peine. Moi, nous sommes j'ai envie de lui dire arrête de faire cette série. Et en même temps, il y a Non, un faut qu'il part de continue, moi faut qui qu'on dit, puisse faire. En plus, on va faire 3 fois plus de vues que lui par vidéo, donc ça va être qui dit marrant. Mais continue s'il te plaît, parce que c'est génial, quoi. Tu peux pas mieux illustrer le Capital et Histoire et conscience de classe de Lukács qu'avec tes vidéos. non, mais c'est bien parce que ça nous permet, ça nous permet de faire des explications là-dessus. toujours hantés en France par l'idée qu'un prix est objectif. Nos débats sur l'agriculture ou sur la médecine en témoignent. Comment faire pour payer le lait au juste prix? Comment payer les infirmières au juste prix, sachant qu'elles sont indispensables à notre système de santé? Et même, de manière plus anecdotique, vous pouvez regarder comment le Parisien traite le coût exorbitant des substituts de jambon végétaux. Le Parisien a fait cette semaine à ce sujet une petite enquête pour essayer de comprendre pourquoi le jambon à base de protéines de soja était affiché à un prix double en supermarché par rapport à du jambon de porc. Toute l'enquête épluche des coûts de production, des coûts de matières premières pour essayer de reconstituer un vrai prix du jambon végétal. Mais la vraie question n'est pas tant de savoir pourquoi le jambon de soja coûte le double du jambon de porc, mais plutôt de savoir pourquoi diable les gens sont disposés à l'acheter quand bien même il coûte. Le Génial. mec, il subjectivise des enfers et tout. Non, mais ce qui est excellent, c'est regarde ce chef-d'œuvre. Il y a, et c'est ce qu'on appelle dans le monde capitaliste un truc de base, l'analyse de la valeur. Et ça, il n'y a pas besoin d'être marxiste. Hein. Toutes les boîtes qui veulent tourner dans le monde capitaliste font ça. L'analyse de la valeur. Combien j'ai de matière, bam bam, combien me coûtent mes coûts de production, mes frais fixes et tout, l'énergie. Bon. Et là, il te dit, les deux, c'est pareil. Mais diable!
pourquoi les gens sont prêts à payer plus cher. Et il se dit jamais, mais diable, pourquoi le capitalisme qui fait ça le vend avec tant de profit? Il se dit jamais que ça vient du capitalisme, en fait, le profit. Tu vois, il se dit, ah non, diable, pourquoi les gens vont l'acheter, tu vois? Et donc, il se dit, bah, le capitalisme, il a dépensé 100, il y a des gars qui vont l'acheter 150, bah, il a bien raison de faire 50 de profit, tu vois? Tout en niant la plus-value. C'est tout en niant la plus-value. On sait pas pourquoi. Le mec t'explique C'est ce jambon-là génial. est vendu 30 € le kilo et en a coûté 5 aux capitalistes. Voilà. Mais le mec te dit la plus-value n'existe pas et c'est le prix normal parce qu'il est objectif. Il est Et subjectif. la bonne question, c'est de ça. Et tu vas voir, il va répondre par le wokisme, c'est génial. Et la bonne question, c'est pas de savoir pourquoi un type qui a dépensé que 5 te vend 30, alors qu'un un type qui a dépensé que 5 te vend 6. Tu sais, c'est pas de se dire, bah, peut-être que le gars qui vend 30, il se fout un peu de notre gueule, tu vois. Peut-être qu'il se fait un peu de l'argent sur notre dos. Non, il dit, ah bah, pourquoi il y a des cons qui les achètent? Tu vois, Ouais. Tu sais, c'est comme avec le gars là qui avait fait x10 sur les prix des traitements contre le sida, tu sais. Tu te souviens, le gars qui avait acheté des licences de traitement contre le sida et qui avait multiplié par 10 le prix des médicaments, je sais pas si tu te souviens de ce mec-là. Ah oui, oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Et bah oui, bah, ce truc-là, c'est exactement pareil. Ouais, Le c'est gars ça. va se dire, ah bah il y a des cons qui sont prêts à acheter 10 fois plus cher les Ouais. trucs pour le sida, tu vois. Bah non, il y a un mec qui se rince C'est- sans aucune raison, tu vois, c'est juste bien pour faire du parce que profit. quand t'as rien compris au mode de production, que t'essayes pas de résoudre ces crises, que t'essayes rien de comprendre, bah à la fin, oui, effectivement, tu vas juste te dire, bah c'est subjectif. Et il y a des gens intelligents qui achètent au bon prix et il y a des cons qui achètent au mauvais prix, tu vois. Bah c'est bien. Mais là, si tu veux, c'est même pas la peine de faire une vidéo parce que je pense que dans n'importe quel PMU, on a déjà une connaissance des processus économiques bien supérieure à toi. Moi, ce Majorum, c'est un peu dommage, quoi. Coûte le double. Une partie de la réponse tient évidemment à la clientèle aisée qui est visée et au fait que le jambon de soja remplit non seulement un besoin alimentaire, mais aussi un besoin psychologique qui consiste à se sentir vertueux dans ses choix alimentaires. Mais Alors c'est pas, y a pas un gars qui fait de la plus-value, c'est à cause d'un besoin psychologique et d'un besoin de se Oui, sentir c'est vertueux. woke. Le mec se C'est dit, mon woke. explication, elle est carrée, tu vois. Mm. Ça, il invoque un besoin psychologique, on sait pas d'où il sort, tu sais. poser la question de pourquoi les gens achètent à un prix élevé, c'est enlever une partie de l'objectivité du débat. On peut se rassurer en se disant que le jambon de soja coûte cher parce que les protéines de soja sont chères. On ne peut pas se rassurer en se disant que le jambon de soja coûte son prix parce que le marketing a été efficace sur une clientèle bobo urbaine qui a apparemment un portefeuille bien rempli. La subjectivité de l'attribution Alors, des prix je te rassure, nous, on se rassure dans les deux cas avec Padu, hein. Clairement, marketing, services commerciaux, donc, qui sont des jobs indispensables justement pour construire de l'écart entre la valeur et le prix dans le processus de fabrication de plus-value. Clairement, nous, on le sait hein, qu'ils existent, ces gens-là. Mais ils existent justement parce que sans eux, le capitalisme ne pourrait pas accumuler de la plus-value. Donc, les voir construire des stratégies marketing, de la pub pour pouvoir écarter le prix de sa valeur, nous, ça nous rassure, parce que c'est exactement ce que dit Marx, hein, donc vraiment, c'est vraiment le CSC, quoi. à quelque chose d'effrayant. Revenons à la conception marxiste dans laquelle un bien renferme de la matière première et du temps de travail, et donc dans laquelle une valeur objective peut être calculée à partir de ces deux éléments. Cette théorie, je répète, largement considérée comme obsolète dans le reste du monde, souffre de défauts évidents. Alors, Par les large- économistes bourgeois. voilà, largement considéré par des économistes bourgeois qui n'ont jamais pratiqué le moindre, je vais même pas dire heure, la moindre minute de travail dans le mode de production capitaliste. D'accord? Et dont le simple travail, c'est de regarder de l'extérieur, soit dans des universités privées, soit dans des universités publiques, le processus de circulation des marchandises. Oui, oui, c'est exactement ce que Marx critique, justement, de s'arrêter à ça. Lorsque vous achetez un produit, C'est vrai qu'en fait, ces mecs, étant donné que la seule chose qu'ils peuvent observer, c'est le marché et pas la production, c'est pour ça aussi qu'ils sont totalement à analyser le marché et non le mode de production. Exactement. vous achetez un résultat, pas un processus de production. Peu vous importe a priori que le produit soit fait de manière très inefficace ou très efficace tant que c'est un bon produit. Prenons un exemple pour être concret. Disons Bah, facile, le capitaliste, ça lui a coûté 2 fois plus cher que le prix qu'il te le vend, il est fisté le mec et il va faire Ce faillite. qui est tu marrant, vois. c'est qu'il inverse le truc.
Il dit: Ouais. «Bah oui, vous êtes consommateur, Ah bien sûr, je m'en fous l'efficacité, moi, ça tant vous que le intéresse truc est pas». pas cher et il est bien, je m'en bats les couilles comment c'est fabriqué, tu vois? Mais si le gaz, ça lui a coûté 2 fois plus cher que le prix auquel il me le vend, le mec va faire faillite et il me le Mais vendra plus. tu vois, c'est la négation du processus bourgeois. Mais oui, moi je m'en bats les couilles que le mec il fait n'importe quoi avec ses croissants. S'ils sont bons, bah, ça va me faire chier, hein, s'il est un peu con, parce que s'il fait faillite dans 3 mois, bon, je vais plus pouvoir consommer ses bons croissants. Mais à la rigueur, j'en trouverai d'autres, tu vois? Mais lui, il pareil, il interroge jamais le bourgeois, tu vois? Mais l'efficacité, oui, effectivement, nous, on s'en bat les couilles quand on est acheteur de croissants et mangeur de croissants. Par contre, le producteur de croissants, son directeur financier et son comptable, t'inquiète pas que ça les intéresse l'efficacité. Les contrôleurs de gestion, ça sert à ça, Mos Majorum, hein. Que vous voulez acheter un croissant. Imaginons que vous avez soit un premier croissant qui a été produit par un boulanger très expérimenté qui l'a réalisé en quelques minutes, soit un second croissant qui a été produit par un apprenti boulanger très inefficace qui s'y est repris à plusieurs fois et y a passé quelques heures. Est-ce que vous considéreriez que ce second croissant mérite d'être payé, par exemple 40 ou 50 euros, pour Non, compenser ce temps de travail? Ah bah non, je vais pas acheter le 300 à 40 € et le mec va faire faillite en fait. non, déjà, non. Par contre, tu sais ce qui va se passer? Il y a de fortes chances que le patron de la boulangerie considère qu'il va devoir mettre un coup de pression sur les cadences à son ouvrier. C'est ça qui va se passer, dans le monde réel, Mos Majorum, tu vois? Donc quand on est dans l'abstraction du fétichisme de la marchandise, effectivement, on est dans les mécanismes. Ce qui va se passer, c'est surtout qu'il y a un gars qui dit: «On a dépensé tant de travail, tant de matière, de farine, de beurre pour faire les croissants, ça nous a coûté 150. Mais Erwan, parce que t'es mauvais, on a pu les vendre que 100, donc tu vas te bouger le cul pour faire plus de croissants à l'heure». Tu vois? C'est ça qui va se passer. Ça s'appelle, comment déjà, Palu? Ah, comment ça s'appelle? L'exploitation peut-être? Je sais pas, ça doit être ça. Le rendement, l'exploitation de la force de travail, tu vois? C'est ça qui va se passer dans le monde capitaliste, Mos Majorum. Personne d'entre nous ne va dire: «Ah bah non, il est mauvais le gars qui a fait des croissants, on va le payer plus». Parce que je rappelle que Marx a dit un truc, ce n'est pas chaque temps de travail qui est payé par le capitaliste, c'est le temps de travail, écoute bien, socialement nécessaire. Il y a un temps de travail social. Et c'est pour ça que ça existe le SMIC, c'est pour ça que ça existe les cadences objectives, c'est pour ça que ça existe les consultants en rendement, etc. Pourquoi? Parce que quand la majorité des boîtes fabriquent 10 croissants à l'heure, le mec qui arrive à faire 3 croissants à l'heure, eh ben, soit il a intérêt de vendre 3 fois plus cher et de trouver effectivement des gogos avec du marketing, etc., pour pouvoir vendre ses croissants plus cher et quand même faire de la marge, la même marge que les autres, voire plus. Bah, soit il a intérêt d'aligner ses cadences, c'est-à-dire au temps de travail socialement nécessaire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va mettre un coup de pression sur le pauvre gars qui a fait des croissants. C'est pas le consommateur qui va payer, c'est la concurrence capitaliste et c'est l'exploitation. A priori non, car ce que vous valorisez en tant que consommateur, c'est la qualité finale du produit. D'ailleurs, c'est amusant parce que les Français là-dessus sont légèrement schizophrènes. En tant que consommateur, Arrêtez d'utiliser le terme schizophrène pour dire ils ont 2 pensées différentes, c'est pas ça la schizophrénie. Ouais, Et en plus, c'est un peu validiste débile et tout de balancer des troubles psy clairement. comme ça, tu vois. ils souhaitent des produits de qualité et ils ne valorisent que le résultat. Mais en tant que salarié, notamment salarié syndiqué, ils voudraient que, par exemple, on valorise uniquement les efforts qu'ils ont faits dans leur travail. Donc le Oh temps là là, il a dit les Français sont des communistes dans l'âme. Ils veulent des trucs de qualité et ils veulent qu'on reconnaisse leur travail. N'importe quoi. de C'est travail. vraiment. Nous en reparlerons prochainement, mais en ne valorisant pas l'efficacité de la production au profit du seul temps de travail. Mais on est super efficace en plus en France, tout le monde valorise Et en plus l'efficacité de de la tout production. ça, Personne te dit je c'est pas le préfère passer 10 heures au boulot cuite en bossant moins, enfin c'est pas le en foutant rien. consommateur qui gère l'efficacité et puis personne ne maîtrise ça. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Enfin, je veux dire, et en plus, Qui lutte contre l'efficacité au travail l'efficacité, c'est des taux d'exploitation. Je veux dire, si le processus est plus efficace, ça veut dire qu'il y a plus de plus-value. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? On en vient assez vite à subventionner, dans les régimes communistes, des entreprises inefficaces et mal organisées. Je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo d'introduction. Ouais. Passage du truc. C'est On en vous êtes vient vite, pas hein, prêt j'aime à pas ces payer? trucs-là. Alors écoute bien, attends, quand même, et puis il faut que j'y aille là, je suis un peu en retard. Mais écoute bien quand même, le mec il a quand même dit, vous n'êtes pas prêt à payer plus cher pour un processus inefficace, parce que je rappelle que ce dont il parle, c'est 2 croissants identiques, un qui a été efficace, un qui a été inefficace, d'accord? Et donc il nous dit, ah ben si vous étiez dans la valeur travail, celui qui a été moins efficace, faudrait le payer plus cher, tu vois? D'accord?
Et il dit, voilà, vous n'êtes pas prêt à ça, et donc vous êtes contre l'efficacité. Bah non, en fait, tu voudrais dire qu'en fait, le type qui a fait le plus de plus-value, parce qu'il est très efficace, faudrait qu'en plus on le paye plus cher. Non mais t'as déliré ou quoi? Enfin, il n'y a rien qui tient, quoi. Croire qu'on peut établir un prix objectif et qui plus est sur la base du seul temps Trop beau, hein, l'ouvrier, la colcosienne. Hein. Ah, c'est magnifique. de Ça, le travail capitalisme est une croyance ne le produira jamais. Évidemment. limitante. Les marxistes aimeraient payer les gens uniquement à partir d'un temps de travail en méprisant les résultats qui sont produits. C'est cette conception de à quantité de travail égale, revenu égal qui est le fondement de la plupart de nos obsessions égalitaires de gauche. Le dernier livre de Thomas Qu'est-ce qu'il raconte Quantité de travail égale, enfin, tout le travail de Marx, c'est de penser le temps de travail socialement nécessaire dans Sowell, qui est chacun des process. inédit en français et que je viens de traduire, tord le Bon, bref, on s'en fout de la fin. Bon, bah, nickel. J'espère que vous aurez appris des choses. On va se régaler. J'espère qu'il va Et sortir vraiment, la fin de sa série. Je vais conclure par une formule, on en a discuté avant, mais vraiment, vous voyez, le fétiche de la marchandise, c'est vraiment des gens qui pensent l'économie. Voilà. Et typiquement, les économistes bourgeois font ce qu'ils ne savent pas, et les bourgeois en général, pendant que le prolétariat sait ce qu'il ne fait pas. Voilà. Et ben, quand Marx parle de monde à l'envers du capitalisme, c'est ça. Et toute la lutte du communisme, c'est de faire en sorte que les prolétariats qui sait comment ça fonctionne, qui sait comment l'exploitation fonctionne, qui sait où la plus-value est fabriquée sur son nom, sur son dos, etc., remettent le monde à l'endroit et abolissent la valeur, la plus-value et fabriquent directement pour lui-même. Ouais, parfait. Bon, bah, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, à aller voir la nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Il y a une nouvelle vidéo de sortie sur la chaîne principale où je raconte mon parcours, mon passé droitard, une vidéo sulfureuse, une vidéo qui fait réagir. J'ai pas N'hésitez encore pas vu, aussi mais à- après, je te parle plus. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne et au Twitter plutôt de Position Revue et à la chaîne aussi de Dr Zoé. Et sur ce, on vous dit à plus. Ciao. Salut.